Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à ce troisième épisode de notre deuxième saison du balado L'état du monde. Euh, Toujours avec moi, Jocelyn, comment ça va? Très bien, toi-même. Merci, oui, oui, t'as passé une belle semaine? Oui, très agréable, une température magnifique à Montréal. Je ne sais pas comment c'est à Erevan. Toujours aussi chaud, ça fait 3 semaines que je suis ici, puis j'ai pas vu la seule goutte de pluie. Ah oui, Puis en fait, ça fait 3 semaines que je suis ici, puis j'ai même pas encore vu le mont Ararat, que normalement OK. on devrait voir parce qu'il est quand même Ouais. très loin de Erevan, mais c'est ça, comme il n'y a pas plu depuis 3 semaines, il y a beaucoup de smog. Euh, Ah oui. Si on voit là, un peu au loin, là, on est capable de distinguer que le mont est là, mais ça fait Est-ce que, est-ce que l'Arche de Noé est toujours là? Je sais pas, je me promets au cours des prochaines semaines, là, quand j'aurai un week-end de libre, là, de m'y rendre. OK. Ouais. Bon, ben écoute, cette semaine, on a deux grands sujets. Premier sujet, ben, c'est inévitablement ce qui s'est passé en Chine au cours des derniers jours. Vous avez eu plus de 2 douzaines de chefs d'État, de gouvernement qui se sont rendus en Chine pour une grande rencontre là, des accords de coopération économique de Shanghai. Il y a aussi eu une grande parade militaire à Pékin parce que ça marquait le 80e anniversaire de la fin en fait, la fin officielle de la Deuxième Guerre mondiale parce que on sait que les Allemands se sont rendus en mai 45, mais le conflit a perduré avec le Japon jusqu'au largage des deux bombes sur Hiroshima et Nagasaki, puis la signature de la paix officiellement le 2 septembre 1945. Donc, à cette occasion-là, il y a eu un énorme défilé militaire à Pékin. Ça a été une belle occasion pour Xi Jinping de faire l'étalage de la technologie militaire chinoise. Donc, on a vu vraiment de tout, des armes hypersoniques, des drones sous-marins, des drones aériens. C'était quand même assez impressionnant. Même Donald Trump l'a avoué lui-même en entrevue qu'il avait été impressionné par cette parade-là. Puis disons que ça détonnait beaucoup par rapport à la parade qui avait eu lieu en juin dernier à Washington, où, disons que contrairement aux soldats chinois, les soldats américains ne marchaient pas nécessairement au pas. Donc, on va parler de ça, puis les conséquences que ça peut avoir sur la géopolitique. Puis toi, tu vas nous parler d'Israël et de la Palestine en deuxième partie Surtout l'affrontement entre la France et Israël au sujet de la Palestine. de reconnaissance de la Palestine. Ouais. D'accord. Bon, ben, c'est ça. Si vous avez suivi l'actualité comme nous cette semaine, vous avez certainement vu plusieurs images de ce qui s'est passé à Pékin. Donc, comme je disais, vous avez eu plus de deux douzaines de chefs d'État et de gouvernement. Donc, le nombre exact, c'est 26, c'est ça? Oui, je pense que c'est 26, oui. Comme ça. Donc, Vladimir Poutine était là, Narendra Modi, le premier ministre indien aussi, tous les chefs d'État de gouvernement d'Asie centrale également, Kim Jong-un aussi, pas pour la rencontre de l'accord de Shanghai, mais il était présent pour le défilé militaire. Bref, ça a donné une belle photo de famille de tous ces gens-là. Puis tu pourras nous en reparler dans quelques minutes. Quels ont été les échos de cette visite-là dans la presse canadienne? Mais disons que vous aviez sur cette photo-là l'équivalent de plus de la moitié de la population mondiale, en tout cas, donc, représentée par leur chef d'État ou de gouvernement qui était présent. Voilà. Et puis, moi, ce qui a surtout attiré mon attention, c'est les rapprochements entre l'Inde et la Russie et la Chine. Donc, ça ne vous a pas échappé non plus que lundi dernier, les États-Unis ont imposé des tarifs de 50% aux exportations indiennes. Et ça va avoir un impact assez considérable sur l'économie indienne. Écoutez, j'ai les chiffres ici, si ça peut vous intéresser. Moi, quelques instants. Voilà, donc on parle euh, de tarifs qui vont avoir un impact de l'ordre allant de 48 à 87 milliards de dollars sur des biens et marchandises aussi diverses que les textiles, les bijoux ou les biens et différents autres types de vêtements.
Les secteurs de la pharmaceutique et de l'électronique ont été épargnés par ces tarifs-là, mais c'est des Oui, tarifs qui peuvent potentiellement faire extrêmement mal à l'Inde. Donc, les estimations, c'est que les exportations indiennes vers les États-Unis pourraient décliner, passant de l'ordre d'à peu près 85 milliards de dollars à quand même 50 milliards de dollars en 2026, avec des impacts potentiellement négatifs sur le PNB et pouvant de l'ordre d'à peu près 1% et aussi entraîner des pertes d'emplois. Et la raison pour laquelle les États-Unis ont décidé d'imposer des tarifs comme ça à New Delhi, c'est que l'Inde achète du pétrole à la Russie. Puis ensuite, les Indiens le revendent surtout aux Européens et un peu partout ailleurs dans le monde. Donc, c'est une tentative de la part de Trump d'imposer ce qu'on appelle des sanctions secondaires, donc sur des pays qui permettent à des pays sanctionnés comme la Russie ou l'Iran de pouvoir malgré tout faire du commerce. Donc, c'est une tentative de mettre de la pression supplémentaire sur Vladimir Poutine pour le forcer à signer la paix en Ukraine. Donc, cette semaine, Trump a dit qu'il était très, très, très fâché du manque de coopération du président russe. Et puis, ben voilà, la conséquence de ça, on est peut-être en train de la voir, puis je vais mettre à l'écran là, justement la fameuse photo qui a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux cette semaine, où vous avez Xi Jinping, Narendra Modi et Vladimir Poutine, les trois ensemble, tout sourire, qui se serrent la main. Et puis, ce que ça indique, cette photo-là, c'est que peut-être par les politiques tarifaires de Trump, c'est que peut-être il est en train de jeter l'Inde dans les bras de la Chine. Et puis, ben d'ailleurs, ça a été, Trump a été critiqué par certains de ses anciens alliés qui sont allés quand même assez fort là, en matière de commentaires. Donc, par exemple, John Bolton, on en a discuté il y a oui, une semaine, là, sa résidence avait été perquisitionné. auditionné par le FBI. Donc, lui, ce qu'il a affirmé donc hier, jeudi, que les liens autrefois extrêmement forts, les liens personnels autrefois extrêmement forts entre Narendra Modi et Trump ont complètement disparu aujourd'hui. Et les politiques tarifaires de Trump ont pour effet selon Bolton, de faire reculer de plusieurs décennies les relations bilatérales entre les États-Unis et l'Inde. Et l'ancien conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a aussi dit la chose suivante, que l'offensive tarifaire massive contre l'Inde va forcer l'Inde maintenant à s'asseoir avec la Chine et que, étonnamment, dans le monde d'aujourd'hui, de septembre 2025, le partenaire responsable, ce n'est plus les États-Unis, mais à ses yeux, à lui, c'est maintenant la Chine qui représente un acteur avec lequel ben, c'est possible de faire du commerce. C'est pas un acteur qui se comporte en voyou comme peut se comporter les États-Unis maintenant en décidant d'imposer à tire-larigot sans préavis différents tarifs à des pays qui historiquement ont toujours été alliés avec les États-Unis. Donc, paradoxalement, maintenant, c'est la Chine qui fait figure d'acteur international responsable, alors que l'État voyou maintenant, aux yeux de beaucoup d'autres pays, ben, maintenant, ce sont les États-Unis. Et puis, Est-ce, est-ce oui, que tu vois un problème avec le fait que les Américains essaient de construire une ceinture de sécurité autour de la Chine? Et si l'Inde n'y participe plus, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et surtout, est-ce que le Quad, cette espèce d'entente quadrilatérale entre la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Australie et l'Inde, si je me souviens bien, euh, est menacée? ben, oui, ben, on va voir qu'est-ce qui va se passer au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Mais là, c'est sûr que les États-Unis sont en train de dire à des pays avec lesquels ils ont signé des accords commerciaux, comme le Vietnam, par exemple, ils sont en train de Ouais. dire, écoutez, vous devriez vous tourner vers nous parce que le véritable ennemi, c'est la Chine.
Bon, ouais. sur le plan commercial, on peut vraiment se poser la question, qui est le véritable ennemi? Est-ce que c'est la Chine ou les États-Unis? Puis plusieurs diront, ben, à cet égard-là, c'est les États-Unis. Mm. Maintenant, si on regarde du côté militaire, qui est le véritable ennemi, ben, c'est sûr qu'avec ce qu'on a vu dans les rues de Pékin cette semaine, c'est sûr que l'armée chinoise se prépare pas à des opérations de maintien de la paix, là. Ils ne vont Mhm. pas envoyer dans 6 mois des casques bleus partout dans le monde. Là. Ils se préparent, ils semblent se préparer clairement à autre chose. Donc, inévitablement pour Taïwan ou les voisins, le Vietnam, les Philippines, c'est sûr que sur le plan militaire, c'est davantage la Chine qui semble être l'ennemi. Mais ça renvoie à la question suivante. Même si c'est le cas, est-ce qu'un rapprochement avec les États-Unis ferait en sorte de créer des alliances où les États-Unis pourraient potentiellement venir en aide si le Vietnam ou les Philippines devaient être envahis par la Chine? Je pense qu'on peut en douter. Les États-Unis Ouais, semblent vraiment vouloir être dans une dynamique de repli sur eux-mêmes. On le voit dans le cas de l'Ukraine. Ils n'ont pas d'intérêt stratégique là-bas, donc ils se Mm. désengagent militairement. Est-ce que ça pourrait être la même chose dans le cas des Philippines, du Vietnam? ouais, Tu sais qu'au Vietnam, il y a des terres rares, mais est-ce qu'il y en a en nombre suffisant pour que ça puisse justifier une intervention aussi lointaine que ça, là, alors que la Chine ouais, et le Vietnam, ce sont des pays voisins? Mais c'est sûr que ce qu'on voit maintenant avec l'Inde, c'est sûr que l'Inde va continuer à entretenir des relations diplomatiques, économiques, militaires avec l'Occident. D'ailleurs, le Canada, je pense, vient de réouvrir, voilà. en tout cas, officiellement, Échange d'ambassadeurs. c'est ça, le haut commissaire nommé il y a environ 2 semaines de ça. Donc ça a été réglé en juin lorsque Modi est venu au sommet rencontrer Mark Carney. Donc, sur le plan diplomatique, l'Inde n'est pas complètement fermée là, de Mm. l'Occident. Mais en tout cas, avec des politiques tarifaires comme ça, mises en place par Trump, c'est sûr que l'Inde maintenant n'a pas vraiment le choix Ouais. de se tourner vers, Je dirais, je dirais que les pays asiatiques n'ont pas le choix, d'autant plus que le premier ministre de Singapour, il y a quelques années, a signé un texte dans Foreign Affairs en disant à la Chine et aux États-Unis, ne nous obligez pas à choisir entre vous, dans le sens où ces pays d'Asie suivent un peu ce que l'Inde fait depuis déjà des décennies, cette espèce de multi-alignement Hmm. qui lui permet d'aller dans un sens ou dans l'autre selon ses intérêts et selon ses capacités. Et faut pas oublier aussi que je crois que si tous les pays asiatiques ont comme premier partenaire commercial la Chine, pas les États-Unis. Même l'Australie, qui Oui. n'est pas en Asie, a comme premier partenaire commercial la Chine et s'est rabiboché dernièrement avec la Chine. Le premier ministre albanese est allé à Pékin, contrairement au premier ministre Trudeau et contrairement à notre premier ministre actuel, parce que la Chine est là et c'est un poids et elle est incontournable. C'est ça. Puis repensez à la photo que j'ai mis à l'écran il y a quelques minutes. Repensez à cette photo-là. Le premier ministre indien serrant la main au président chinois. Vous Ouais, avez ici, là, 3 milliards de personnes. Imagine ouais, le marché que ça représente et c'est un marché en pleine expansion. On en parlait ouais. avant le début de l'enregistrement. Croissance économique en Asie, là, c'est des 3, 4, 5%, alors que Ouais. partout ailleurs en Occident, C'est c'est moins que zéro. ben, c'est ça, c'est familique, là. Donc, Ouais. en termes de développement économique, de marché, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que ça se passe en Asie, là. Donc, si Mm. effectivement des pays de la région sont appelés éventuellement à faire un choix, ben, je veux dire, Ouais. ils ne se poseront pas la question trop trop longtemps, là. Et Maintenant, puis, qu'est-ce que tu penses de l'idée qui circule dans certains milieux aux États-Unis où finalement les trois grands sont en train de se partager le monde en zone d'influence? C'est-à-dire que les États-Unis veulent laisser la question ukrainienne dans les mains des Européens, ce qui évidemment fait peur aux Européens parce qu'ils ils craignent le poids de la Russie.
La Chine est en train de poser ses marques partout en Asie. Et puis les États-Unis, ben, vont se contenter des Amériques et des endroits où ils peuvent peser, peut-être le Proche-Orient. Je ne sais pas. C'est une idée qui circule aux États-Unis. Oui, une Peut-être espèce tu en as entendu parler. Ouais, une espèce de nouvel accord de Yalta euh, Voilà. 2.0, sans qu'il y ait d'accord formel. Mais oui, c'est ce qui semble se dessiner. Puis bon, ben, l'empire qui a le plus à perdre, ben, c'est l'Europe, hein. Ouais. Parce qu'eux, ils n'ont pas les capacités militaires de pouvoir se défendre. Tous les problèmes domestiques, les problèmes internes d'à peu près tous les pays européens, ça, je veux dire, c'est une marmite, là. Dans Ouais. quelques années, là, ces problèmes-là vont leur exploser en plein visage. Et écoute, moi, je pense qu'au cours des 5 prochaines années, il va y avoir un changement politique profond en Europe, là. Moi, je pense que des personnes comme Marine Le Pen, ou si elle peut se présenter ou non, Jordan Bardella, Nigel L'extrême Farage, droite en Allemagne. oui, l'AfD, qui est, selon les sondages, le parti le plus populaire en Allemagne, mais Nigel Farage, qui a à peu près 15 points, 15-20 points d'avance dans les sondages sur le Parti travailliste. Keir Starmer, ça fait 1 an qu'il est au pouvoir. Oui, oui. Ça C'est décolle pas. Ça décolle pas. C'est maintenant une catastrophe. Le Parti conservateur semble pas être capable de se relever de sa défaite. Donc, au cours des 5 prochaines années, vous pourriez avoir comme chef d'État, chef de gouvernement, ces personnes-là. Puis, qu'est-ce que ça va amener comme nouvelle dynamique politique au sein Mm. de l'Union européenne? Est-ce que ça va faire imploser l'Union européenne? Parce que ces gens-là vont peut-être vouloir retourner davantage vers l'Est, vers la Russie. Évidemment, ça ne sera pas accueilli à bras ouverts par une certaine classe Ouais, politique. Donc, s'il y a trois empires, le plus faible, c'est clairement l'empire européen. Puis les États-Unis, ben, ils ont quand même la capacité encore avec la dollarisation du commerce ah international, ben oui, même oui. si j'ai regardé des statistiques, même si c'est grandement en déclin, ils ont quand même encore les moyens de leurs ambitions. Puis, je veux dire, peut-être sur le plan stratégique, se refermer sur eux-mêmes, c'est peut-être la meilleure des choses, se refaire une santé avant de peut-être pouvoir repenser à replonger dans une politique un peu plus impérialiste. Mm. Mais oui, mais surtout avec l'émergence des BRICS du côté de Ouais, l'Asie, ça clairement, là, c'est l'empire à court terme, à moyen terme, à mon avis, qui a le plus à gagner, qui est l'empire le plus attractif aussi pour des pays qui un jour vont être appelés à faire des choix. Puis donc, je parlais justement là, de la dollarisation. Il y a beaucoup de gens qui disent, lorsqu'on regarde les statistiques, on assiste à une forme de désoccidentalisation mhm. du monde. Puis ça passe par l'usage du dollar américain. Écoutez, en 2001, les réserves mondiales dans les différentes banques Ouais. centrales, en 2001, le dollar américain, en termes de réserves dans les banques centrales, ça représentait 72,7%. Ça, c'était en Mhm. 2001. En 2022, ça représentait 59,53%. Ah oui, On OK. voit qu'en termes de dédollarisation, peut-être pas en matière d'échange de commerce, Non. où le Mm. dollar américain vraiment domine, mais en termes là, de ce qu'on appelle les reserve assets en anglais, il y a vraiment un déclin du dollar américain. Et c'est remplacé par qui? J'ai pas les données malheureusement, OK. mais, OK. euh, mais ce que ça montre, ça aussi, c'est que les pays, beaucoup de pays dans le monde, l'Iran d'abord, puis la Russie en ont fait les frais. Ils ont réalisé qu'en ayant des réserves de dollars américains comme ça dans les différentes banques à travers le monde, ils s'exposaient à des sanctions. Mm. Et Tout à donc, ils fait. pouvaient vraiment miner, détruire leur économie. Et puis maintenant, ben, les pays qui ont compris le principe et ils se disent, si un jour on doit poser des gestes s'allier à la Chine, par exemple, est-ce que les États-Unis vont imposer des sanctions comme celle-là, saisir nos avoirs? Donc, on ne prend pas de chance, on va commencer à se dédollariser, puis à remplacer le dollar américain par des réserves en d'autres devises. Mhm. Donc, ça va moins nous exposer à d'éventuelles sanctions occidentales parce que je veux dire,
on connaît le schéma, là. Un pays envahit un autre pays ou un pays devient notre ennemi, on impose des sanctions commerciales, on saisit les avoirs en dollars américains dans les banques centrales à travers le monde, puis ça mine les capacités de développement économique. Bon, Et l'Afghanistan, surtout, les et talibans, surtout, ils- et surtout, on impose des sanctions indirectes. C'est-à-dire que on va dire à la France, si jamais vous vendez des produits avec des composants américains à l'Iran, eh bien, on va vous sanctionner. On va même vous imposer des amendes pour vos banques, etc. Donc, il y a tout un système qui s'est installé depuis 20 ans, 25 ans, destiné à verrouiller une partie des échanges internationaux. Ouais. Puis là, ça rend les pays vulnérables à ça. Donc, ils cherchent à s'extraire de cette vulnérabilité-là. Et puis, ben ça passe par une dédollarisation, puis par la bande aussi une désoccidentalisation du Ouais, monde. Donc, clairement, là, tu sais, le monde hégémonique là, de décembre 1991, là, c'est fini. Là. On est vraiment entré dans une ère multipolaire. Reste maintenant à savoir ça va être quoi les contours de ce monde-là. ouais. Oui, parce que peut-être pour terminer là-dessus, euh, tous ces 26 pays n'ont pas les mêmes intérêts, n'ont pas les mêmes valeurs, ils sont souvent en conflit. On n'a qu'à penser à l'Inde et la Chine au sujet de la frontière dans l'Himalaya. Et donc, oui, ça faisait une belle photo pour Xi et puis ces deux comparses, mais en même temps, derrière ça, Il reste il y des a quand irritants. même... Ah oui. Ouais, voilà, Ouais. voilà. Voilà, donc écoute, parle-nous de la France, de la Palestine. Voilà, donc pourquoi parler de la France et de la Palestine? Parce que la tension monte, si on peut dire, si on peut reprendre un cliché journalistique, et elle monte entre la France et Israël au sujet de la reconnaissance de la Palestine comme État. Pourquoi ça? Eh bien, parce que lundi, le 22 septembre, aura lieu une conférence à New York co-présidée par Macron et Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie saoudite, pour faire avancer la création de cet État palestinien et sa reconnaissance diplomatique. Et évidemment, la France est, disons, le pays le plus agressif dans cette campagne pour faire reconnaître l'État palestinien. La campagne a commencé en mai-juin et elle visait d'ailleurs à organiser cette conférence à New York à ce moment-là, mais la guerre avec l'Iran est venue bouleverser ce schéma, ce qui fait que Macron et MBS se sont entendus pour en parler lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Évidemment, ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu à Israël, qui a commencé à dire que euh, Macron était un antisémite, que la France était engagée dans une politique catastrophique. Les Américains s'en sont mêlés d'une certaine façon en critiquant la position française, qui était de reconnaître l'État palestinien lors de l'Assemblée générale, mais surtout d'aller chercher des appuis. Et là, on a vu les appuis débouler. Au début, les gens riaient de la position française, mais quand le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada ont dit qu'ils allaient reconnaître, ça riait moins. Là, c'est devenu agressif envers la France, les propos tant des Israéliens que des Américains, à tel point que la semaine dernière, ou plutôt cette semaine, s'entend bien la, que Israël et les États-Unis étaient en campagne pour bloquer la reconnaissance diplomatique de la Palestine. euh, Macron a envoyé un petit message assez virulent qui en dit long sur la tension entre lui et le premier ministre israélien. Il a dit aucune offensive. Et là, il faisait référence évidemment
à l'invasion de Gaza City par les Israéliens. Donc, aucune offensive, tentative d'annexion, fait référence à la Cisjordanie, et de déplacement des populations n'enrayera la dynamique que nous avons créée avec le prince héritier Mohammed Ben Salman et à laquelle de nombreux partenaires se sont déjà joints, a-t-il déclaré dans un message X. Tout de suite, Israël a répliqué en disant Emmanuel Macron sape la stabilité du Proche-Orient et ses actions sont dangereuses pour justement ce Proche-Orient. C'est assez ironique d'entendre le dirigeant israélien, qui était, à ce moment-là, c'est le ministre des Affaires étrangères qui parle. C'est assez ironique de l'entendre parler de stabilité au Proche-Orient, alors que depuis un an, Israël bombarde que ce soit Gaza qui est rasé complètement, ou en tout cas à 90%, et dont les 2 millions d'habitants seront peut-être déportés un jour vers la Somalie ou je ne sais trop quel autre pays, que Israël bombarde le Liban, qu'Israël bombarde la Syrie et l'Iran, et va jusqu'à bombarder le Yémen. Donc, qui déstabilise qui? On peut bien se poser la question et en discuter. Donc, la France continue, même lorsque Marco Rubio a téléphoné à son homologue français cette semaine pour lui dire que la reconnaissance par la France de la Palestine était inacceptable, comme si un pays avait à se mêler d'un acte aussi souverain d'un autre pays que la reconnaissance diplomatique d'un autre pays. C'est pour vous dire qu'il y a encore, n'est-ce pas, ces vieux réflexes d'empire, n'est-ce pas, Ouais. de la part des États-Unis qui veulent tout régenter, sauf que ça fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Alors même le Canada s'apprête le 22 septembre à reconnaître la Palestine. L'Australie fera la même chose et bien d'autres pays encore. Donc, je voulais revenir sur cet aspect-là, puisqu'on en avait parlé dans nos podcasts précédents, parce que ça sera à examiner et à suivre, d'autant plus que les États-Unis viennent de refuser des visas à la délégation palestinienne, Oui. Ben oui, ce parce qui que contrevient, ce qui contrevient à tous les usages diplomatiques internationaux. Même au pire temps de l'affrontement Iran-États-Unis, le président iranien venait faire son speech à l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, il obtenait son visa pour rentrer parce que, comme tu sais, évidemment, les avions atterrissent à JFK ou à LaGuardia, sont en territoire américain, mais lorsqu'ils entrent aux Nations unies, ils sont pratiquement dans un autre pays c'est parce que le territoire, c'est considéré comme territoire, comme une ambassade finalement, là. c'est comme un pays. L'ONU a son drapeau, ses timbres, son passeport, son chef d'État. D'ailleurs, le secrétaire général des Nations unies est protocolairement considéré comme un chef d'État. Donc là, on est en train de bouleverser cette règle diplomatique. Les Américains vont décider qui vient parler aux Nations unies. Bien sûr, aujourd'hui, avec Zoom, on peut rester chez soi et parler devant l'Assemblée générale de l'ONU. Ça, les Américains peuvent rien y faire. Ouais, mais c'est pas ça la diplomatie. La diplomatie, c'est Ben de voilà. discuter dans les corridors, serrer des mains, les 5 à 7. C'est là où Ouais. je veux dire, les vraies discussions peuvent avoir lieu, là. Ben, Mais ils n'ont pas interdit à la France d'envoyer sa délégation. pas encore. On Pas va encore. Mais est-ce que ça peut saper bon, les Nations Unies, disons que leur crédibilité au cours des dernières années, elle est sapée parce que bon, ben, le Conseil de sécurité n'est pas vraiment en mesure de prendre des décisions qui vont pouvoir ensuite s'appliquer pour régler les questions aussi sérieuses auxquelles on est confronté. Est-ce que
ça va encore davantage miner cette décision-là des États-Unis, selon toi? Est-ce que ça va encore Moi, davantage miner la, la, la pertinence des Nations Unies si vous avez maintenant des gens qui peuvent ouais, plus s'y rendre? ouais. Moi, j'ai une autre lecture de ce qui se passe. J'ai écrit un petit livre sur le Conseil de sécurité et finalement, et même jusqu'à il y a 2, 3 semaines, euh, à part le dossier Palestine et ukrainien, le Conseil de sécurité fonctionne assez bien. Il adopte ses résolutions souvent à l'unanimité, même avec les Russes, les Chinois, les Américains, s'entendent sur Haïti, s'entendent sur la finule dans le sud du sud du Liban. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que 90% du travail du Conseil de sécurité, ce sont les opérations de maintien de la paix. Il y a d'autres questions qui vont devant le Conseil, mais c'est surtout les opérations de maintien de la paix. Et donc, il y a un travail qui se fait. Maintenant, la question plus philosophique, c'est de se demander, est-ce qu'il n'est pas le temps de déménager les Nations Unies ailleurs? Mhm. Puisque les États-Unis ont décidé de ne plus jouer selon les règles du multilatéralisme, du moins certaines de ces règles-là, ben, peut-être que le temps est venu pour l'ONU de déménager, et peut-être même en Asie, parce qu'après tout, il y a 4 milliards d'habitants en Asie, c'est eux qui commencent à être les premiers pourvoyeurs financiers et de casques bleus de l'ONU. Je te ferai remarquer que je crois que c'est 80% des casques bleus actuellement proviennent de l'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, du Népal et du Sri Lanka. C'est quand même assez extraordinaire. Et il y a entre 2 et 3 000 casques bleus chinois. Cherche les casques bleus canadiens, toi. T'en trouveras pas. Est-ce qu'on a- Donc, est-ce qu'on en a? il doit y en avoir à peu près une vingtaine, trentaine, des observateurs, en fait. C'est pas le casque bleu traditionnel, là, c'est l'observateur qui, lui, porte un béret bleu. Alors, l'Occident euh, semble se dégager de certaines responsabilités liées au maintien de la paix, mais plus encore, puisque le centre du monde est en train de se déplacer vers l'Asie, ben pourquoi ne pas installer l'ONU à Singapour, par exemple, Oui, par exemple. qui serait le lieu entre les deux mondes, et en mesure d'accueillir une organisation comme l'ONU avec ses 4 5 000 employés quotidiens. Ouais. Donc, tu as raison de soulever la question de la difficulté pour l'ONU de travailler, mais aussi son positionnement géographique. Oui, oui. Mais quand même, même si l'ONU, le Conseil de sécurité, est quand même encore en mesure de fonctionner, de prendre des décisions, des résolutions qui sont souvent unanimes, le fait est malheureusement que ce travail-là se fait autour de questions à l'heure actuelle qu'on pourrait qualifier de plus secondaires, alors que, par Oui, exemple, lors de la crise du canal de Suez, qui était une crise majeure, ben, c'est l'ONU qui est intervenue pour régler cette question-là parce avec qu'il y a- Mr. B. parce, Pearson. parce qu'à l'époque, comme aujourd'hui, la crise de Suez impliquait deux grandes puissances avec droit de veto, la France et le Royaume-Uni. Et il existait une résolution euh, adoptée par l'Assemblée générale quelques années auparavant, la résolution Hutchison, qui disait si le Conseil de sécurité est incapable de fonctionner sur une question, on déménage le débat à l'Assemblée générale et on prend des décisions. Et c'est à ce moment-là que Lester B. Pearson a prononcé son discours disant on va créer la première force de casque bleu de l'histoire et ça a été adopté par l'Assemblée générale. Maintenant, les grandes puissances, voyant qu'ils se faisaient euh, Circuité comme ça, là. ben, court-circuiter puis dépouiller de leur pouvoir. Évidemment, là, on commençait à réfléchir fortement lorsqu'il y avait des crises pour s'assurer qu'elles allaient contrôler les décisions au Conseil de sécurité. Et ça a été très rare depuis la crise de Suez
que l'Assemblée générale a pris des décisions exécutoires, obligatoires. C'est pas son rôle. Oui, oui, oui. Ouais, c'est intéressant. Ben Bon, voilà, mon oui. cher. Écoute, l'année dernière, je pense à la même date, lorsqu'on a enregistré notre premier ou deuxième ou troisième épisode, on avait parlé de la crise politique en France, Ouais, qui avait duré depuis la dissolution de l'Assemblée nationale au mois de juin, puis les élections qui avaient eu lieu en juillet 2024, qui avaient amené à une crise politique où c'était virtuellement impossible de trouver un premier ministre. Donc, on avait discuté de Michel Barnier, qui avait été choisi, qui avait été nommé premier ministre. Ça, c'était en septembre, il y a un an, en septembre dernier. ouais, Et puis, il était en mesure de s'accrocher au pouvoir pendant quoi? 3 mois? 3, 4 mois? 3 mois, ouais, à peu près. 3 mois, puis bon, ben, il a été défait. Et ça a forcé là, Emmanuel Macron à être obligé de se chercher un nouveau premier ministre. Puis ben, finalement, il a été nommé en janvier. C'est euh, Bayrou, Bayrou. Puis je me souviens parce que c'était en janvier, tu étais à Pau. Et puis ouais, François Bayrou est le maire de Pau. Et, ouais, et là, ben, ce qu'on a appris au cours des derniers jours, c'est qu'il allait engager la confiance du gouvernement sur la question budgétaire. Et puis, à toutes fins utiles, le vote doit avoir lieu le, lundi. le 9, donc lundi. Donc, à toutes fins utiles, son gouvernement va être défait. Et là, ben, on va voir ce qu'Emmanuel Macron va être obligé de faire. Est-ce qu'il va décider de se choisir un nouveau premier ministre? Si c'est le cas, ça va être qui? Est-ce que ça va être un premier ministre issu j'allais dire de sa majorité, ben, même pas parler de Hmm, majorité, mais de ses alliés naturels ouais, de son bloc, ouais. national, de son bloc, ou un premier ministre qui serait issu de l'opposition. Mais bon, si c'est le cas, on pourrait très bien se dire que la même action va entraîner la même réaction au cours des prochaines semaines, des prochains mois, puis C'est possible. ce nouveau gouvernement-là Hmm, va aussi être défait. Et l'autre possibilité, maintenant, il en a le pouvoir parce que les dernières élections législatives ont lieu il y a plus d'un an. Ce serait une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale en espérant qu'une majorité puisse se dégager de nouvelles élections. Puis là, ben, si c'est le cas, ça va être intéressant parce qu'en ce moment, c'est le Rassemblement national qui est largement en avance dans les sondages. On parle de 32-33 avec le Parti hmm, Reconquête de Zemmour à 4 ou 5. Ça les place à presque 40. Et la question, si ça devait se produire, la question qui serait intéressante de voir, c'est est-ce qu'il y aura un nouveau front républicain qui sera en mesure de se créer, comme ça avait été le cas la dernière fois. Donc, des rassemblements des partis de gauche, d'extrême gauche et dans certains cas de partis centristes pour bloquer l'élection de candidats du Rassemblement national au second tour. Là, cette alliance-là, au cours de la dernière année, surtout le bloc de gauche, ça a littéralement éclaté. Jean-Luc Mélenchon a plus vraiment d'alliés. hmm, Les gens du Parti socialiste, du Parti communistes aussi ouais, se sont détachés, les écologistes aussi se sont détachés de lui. Et donc, ça voudrait dire s'il n'y a pas de front républicain, on pourrait légitimement penser qu'une majorité de députés issus du Rassemblement national pourrait réussir à se faire élire. Et là, ben, ça forcerait Emmanuel Macron à nommer Marine Le Pen ou Jordan Bardella premier ouais, ministre. Et bon, ben, où des gens disent si ça devait être le cas, ben, Emmanuel Macron a quand même bâti sa carrière présidentielle sur l'opposition contre le Rassemblement national. ouais. Si ça devait être le cas, est-ce que ça n'entraînerait pas aussi sa démission? Puis là, ça voudrait Hmm. dire aussi des élections présidentielles anticipées. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer au cours des Ouais, ouais, prochains ouais, mois. tout risque de débouler la semaine prochaine. Donc, comme on dit, stay tuned, hein. Oui, Alors, c'est ça. on va en parler la semaine prochaine lors de notre podcast. Prochain épisode, oui. Voilà. Bon, ben écoutez, sur ça, merci d'avoir été à l'écoute. Puis écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, hein? Vous abonner sur un petit clic, ça coûte rien. Laissez un petit pouce en l'air aussi, partagez sur les réseaux sociaux, c'est bien de nourrir l'algorithme. Et écoutez, sur ça, on vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, ça va nous faire plaisir de vous revoir dans quelques jours pour le quatrième épisode. Au revoir.